Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir et le privilège aujourd'hui de recevoir Yo-Yo Mag, qui est la petite fille de l'éditeur galeriste et mécène Aimé Mag, qui a créé la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence en 1964. Yo-Yo Mag est galeriste, éditrice, commissaire d'exposition et auteur notamment d'un livre publié en 2014, La saga Mag, où elle nous raconte la vie de son grand-père, orphelin, devenu l'ami de Bonnard, de Prévert, de Matisse de Malraux, de Giacometti, de Braque, de Miro, de Chagall et de tant d'autres. Mais c'est la petite fille qui a gardé intacte sa capacité d'émerveillement que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir. Bonjour Yo-Yo Mag. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de raconter la merveilleuse aventure de mon grand-père. Alors une merveilleuse aventure et une merveilleuse enfance exceptionnelle au contact d'artistes géniaux, de tout ce qu'il y a de plus beau, de plus rare, de plus innovant, de plus poétique. Donnez-nous une couleur ou des couleurs et des mots pour raconter votre enfance, Yo-Yo Mag, à nos auditeurs. Eh bien, c'est une enfance d'abord entre Paris et Saint-Paul-de-Vence. Donc déjà, on a la couleur de cette Côte d'Azur qui justement a attiré par sa lumière, par sa beauté, des artistes aussi importants, notamment que Bonnard, qui a été le premier à mettre, je peux dire, le pied à l'étrier à mon grand-père. Puis, bien sûr, Matisse, qui a inauguré la Galerie Mag en 1945. Et ensuite, beaucoup d'autres artistes avaient choisi la Côte d'Azur. Vous citiez Prévert, bien sûr, Jacques Prévert, que j'appelais l'ogre, c'est lui qui m'a donné ce prénom, était à Saint-Paul, avec les studios de la Victorine à Nice où les films étaient réalisés. Mais bien sûr, beaucoup d'autres artistes ont choisi la Côte d'Azur. Picasso, bien sûr, qui est en couverture de mon livre. Oui. Mais aussi Chagall, qui était le voisin de mon grand-père. Et tellement d'artistes ont choisi ces couleurs fabuleuses du ciel et de la mer, mais aussi les oranges en plein hiver, les mimosas, les roses pour faire le parfum, quoi. Si je devais raconter ma vie en couleurs, bien sûr qu'elle serait énormément à Saint-Paul-de-Vence. À Saint-Paul-de-Vence. Alors, des artistes géniaux dont vous partagez le quotidien, avec lesquels vous nouez une relation à la fois de curiosité intellectuelle, que vous interrogez beaucoup, et avec qui vous nouez des liens aussi affectifs que vous appelez tonton pour certains d'entre eux. Alors, je les appelle pas comme ça, mais parce que je les appelle, en fait, d'abord, je ne me rends pas vraiment compte que nous sommes, avec mes sœurs, des enfants dans un univers d'adultes. On va très peu à l'école, on est des genres de petites sauvageonnes entre Saint-Paul et Paris, avec les enfants de la Colombe d'Or aussi, avec les enfants du village. Et il y a relativement peu d'enfants dans notre environnement. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'artistes n'ont pas d'enfants. C'est le cas de Giacometti, de Braque, de Fernand Léger, de Bonnard, bien sûr, et tant d'autres. Donc nous, on vit parmi les artistes parce que mon grand-père, qui était orphelin, comme vous le disiez, a créé autour de lui une sorte de famille, de passion, de cœur. Donc les artistes ne viennent pas pour travailler avec mon grand-père, ils viennent partager la vie de mon grand-père. Donc ils sont, certains restent plusieurs mois à la maison à Saint-Paul, d'autres ont leur atelier ou viennent à l'imprimerie à Paris quotidiennement pour réaliser des lithographies originales. Bien sûr, il y a les expositions, les montages d'expositions. À Saint-Paul, mon grand-père, dans la propriété, fait réaliser des ateliers de céramique pour que les artistes également puissent créer sur place leurs sublimes sculptures en terre cuite. Ça a été le cas de Chillida, de Adami, de Tapiès, de Riopel. Voilà, donc on est parmi eux. Alors oui, je les considère comme mes oncles. Oui.
Donc vous avez votre curiosité d'enfant qui est très stimulée parce que vous leur posez des questions très très recherchées. Vous êtes une petite fille très très alerte en termes de questionnement et puis d'analyse. Oui, parce que d'abord on est dans un environnement où la parole est tellement libre, même si on se reporte à l'époque. Moi, je me souviens la première fois que j'ai parlé à l'école que Diego Giacometti partageait sa vie avec un autre homme. On m'a pas cru, on m'a même presque. Et pour moi, j'étais choquée du fait que on ne sache pas que ça existe. Pour moi, je trouvais ça normal. Les amis de ma grand-mère, que ce soit Balenciaga, que ce soit Zumsteeg qui est un immense collectionneur suisse, ou beaucoup d'autres artistes ou comédiens ou quoi que ce soit, ça m'a jamais choqué qu'ils viennent avec leur ami, leur petite amie ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, tout ça était dans un monde totalement libre. Imaginez la liberté de Prévert. Prévert, il venait presque chaque soir à la maison quand on était à Paris. À Saint-Paul, il habitait une très jolie maison sur le chemin des Chapelles. Alors, le chemin des Chapelles, c'est le chemin que nous, on prenait pour aller de la Colombe d'Or. C'est mon parrain. Cette fameuse auberge fantastique où vivaient Montand, Signoret, tous les grands comédiens et artistes. Donc, pour aller de la Colombe d'Or à chez mon grand-père, on passe par le chemin des Chapelles. Donc, on dit tous les jours bonjour à Prévert. Et puis, un petit peu plus haut sur cette route, habite Chagall, donc on passe dire bonjour à Chagall. Donc si vous voulez, on n'a pas vraiment conscience que ce sont des gens immensément connus, célèbres ou quoi que ce soit. On sait notre vie depuis notre enfance, même bébé, on sait qu'il y a une part publique de notre vie dans les vernissages, dans la galerie et bien sûr à la Fondation Mag, puisque j'ai presque 5 ans quand la Fondation s'ouvre. Mmh. C'est ma sœur Florence qui a 7 ans qui tend les clés à André Malraux pour ouvrir solennellement la Fondation Mag. Mais André Malraux, il a dormi à la maison. Il dormait, c'était un ami. Donc on savait à quel moment on n'avait pas à leur sauter sur les genoux ou à les décoiffer ou quoi que ce soit. Mais pas parce qu'ils étaient connus, parce que c'était, je sais pas, parce que c'était comme les repas du dimanche dans une famille lambda, on fait attention quand on est à table. Et ben nous c'était pareil. Ils étaient en fait des invités exceptionnels, c'était votre environnement et puis aussi votre grand-père nouait une relation très particulière, ce que vous dites dans certaines de vos interviews, que les artistes confient leur œuvre et que pour eux c'est essentiel d'être compris et d'être accompagnés. C'est exactement ça, parce que souvent on me disait c'est formidable, ton grand-père a cru en Calder avant tout le monde, en Miro avant tout le monde, en Giacometti avant tout le monde. Et moi, j'ai tendance à dire, est-ce que c'est pas plutôt ceux-là qui ont cru en mon grand-père? C'est-à-dire, d'abord, c'est très difficile pour un artiste, je le vois aujourd'hui, puisque moi, je fais la même chose, j'accompagne des artistes dans leur carrière. C'est très, très difficile pour un artiste de confier ce qui est vraiment, mais c'est plus que son ADN, leur tripe, à quelqu'un d'autre pour être porté au public. Car ça n'est pas le rôle d'un artiste de porter son œuvre au public. Lui, l'artiste, sa tâche, sa quotidienneté, son obsession, j'aurais même tendance à dire, c'est le quotidien dans son atelier. Et ensuite, il faut que son œuvre soit, on va dire, organisée pour être portée auprès du public, aussi bien le grand public que le public spécialisé, des musées, des critiques d'art, des écrivains ou quoi que ce soit. Et ça, c'est mon rôle et c'était bien sûr le rôle extraordinaire de mon grand-père. C'est pour ça que c'est difficile de dire quel était le métier de mon grand-père. En fait, lui, il mettait, et j'essaie de faire la même chose, il mettait à disposition des artistes tous les outils possibles. Alors les outils, ça peut aussi bien être un livre
quand Papy fait un livre entre Samuel Beckett et Bram van Velde, ou entre Aragon et Chagall, pour lui, c'est un outil. Quand il fait la Fondation Mag, ça va peut-être choquer certains, mais c'est un outil. C'est un outil pour que l'œuvre exceptionnelle des artistes soit accessible, visible au public, de l'initier jusqu'au plus néophyte. Donc ça, et bien sûr avec également des éditions, des livres, des affiches, des lithographies, et pourquoi pas des cartes postales, mais également en finançant des très grandes expositions dans des musées autres, en offrant des œuvres emblématiques à des très grands musées. Il ne faut pas oublier que la Fondation Mag, elle ouvre en 1964 et que le Centre Pompidou ouvre en 1977, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Et les Pompidou, qui étaient évidemment des amis de mes grands-parents, grands amateurs d'art, ont quelque part pris modèle sur la Fondation, c'est-à-dire un lieu d'abord avec une architecture dédiée, et non pas la récupération d'un bâtiment existant, avec une collection permanente, des expositions temporaires, une bibliothèque, la musique intégrée, puisque mon grand-père était un fou de musique contemporaine, grand producteur de musique contemporaine, et bref, tous les éléments qu'on retrouve aujourd'hui au Centre Pompidou. Donc c'est vraiment ce que voulait faire mon grand-père, c'était permettre aux artistes, ou c'était même pas permettre, supprimer toute contrainte que pouvait avoir un artiste pour être porté au public et pour être vu et si possible compris. Ce qu'on peut appeler un écrin. C'est ça, c'est un écrin, mais un écrin ça a quelque chose un petit peu de statique. Tout ce qu'a fait mon grand-père et tout ce que moi je fais aujourd'hui, c'est très dynamique. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui protège au point qu'on ne puisse pas le toucher. C'est plutôt un environnement, un accompagnement, toujours fait d'ailleurs, déjà en ce qui me concerne, dans un bonheur absolument immense et dans même beaucoup de joie. C'est très très joyeux moi ce que je fais, parce que travailler avec des artistes, c'est très joyeux. C'est difficile, c'est souvent contraignant, c'est très prenant, mais malgré tout, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Je consacre ma vie à ma passion, et cette passion me permet de côtoyer des gens absolument exceptionnels, car ils ne sont pas artistes parce qu'ils ont un bon coup de pinceau, ils ont un bon coup de pinceau parce qu'ils ont une structure mentale supérieure. Ils ont une intelligence, une connaissance, une spontanéité parfois, une réflexion, voilà, ce sont des grands hommes avant toute chose. Ce sont ce qu'on appelle vraiment des êtres d'exception. Alors on peut s'entendre, ne pas s'entendre. Je dis pas que je m'entends avec tous les artistes. Je travaille avec ceux avec lesquels justement il y a une complicité qui permet d'avancer plus vite, plus loin. Alors, on le voit, cette joie de faire découvrir aux autres vos trouvailles. On le voit beaucoup dans vos vidéos, notamment sur Instagram. Moi, je vous ai rencontré la première fois lors du vernissage de l'exposition Thierry Lefort à Montreuil. Et effectivement, votre joie déborde à faire découvrir aussi vos émerveillements et aussi à porter l'esprit mag, dont vous dites que c'est un mélange entre l'histoire de l'art, le merveilleux, la religion et la littérature. Oui, et il y a un mot que vous avez utilisé en me présentant qui m'a fait très plaisir, c'est l'émerveillement. J'en suis heureuse. Moi, je crois que la plus jolie chose que Miro, et Dieu sait si j'ai été proche de Miro, la plus jolie chose peut-être que Miro m'a plus que donné, m'a offert, la plus belle chose que Miro m'a offert, c'est sans doute cette capacité à conserver mon émerveillement. Ce qui est assez proche aussi de l'esprit de Prévert. On n'imagine pas Prévert blasé. Or moi, même si ça fait plus de 60 ans que je suis quotidiennement dans le monde de l'art, dans le monde de la création, je vous assure que je ne suis jamais blasé. Ma curiosité est absolument intacte.
je n'ai pas assez d'heures dans une journée, dans une nuit, pour même assouvir ma curiosité. On le voit sur la couverture de mon livre. J'ai 3 ans et demi sur la couverture de mon livre. Or, je suis sous le regard amusé de Jacques Prévert et de Pablo Picasso, et je suis en train de leur poser des questions. Je veux savoir. Et 3 ans et demi, je vois avec mes petits-enfants, c'est très petit. Et moi, je suis là dans un vernissage Prévert à Antibes, et je pose des questions. Je veux savoir. Alors, un regard amusé, attentif et étonné aussi par tant de maturité chez une si jeune enfant. Très certainement. Je sais pas, je pense que mes parents, mes grands-parents nous ont élevés comme ça, nous ont élevés en même temps avec un côté extrêmement libre, donc très autonome, et en même temps en nous insufflant peut-être ce qui est plus intéressant avec un enfant, c'est non pas de lui bourrer le crâne avec des choses, c'est de l'inciter à aller lui-même chercher de quoi remplir son esprit. Donc je pense qu'on a été élevé dans cette curiosité. On ne nous a pas appris l'histoire de l'art, on nous a, je ne sais pas comment, incité à aller la chercher nous-mêmes, à aller avec une grande curiosité, à nous amuser. Moi, je m'amuse tous les jours dans l'histoire de l'art. Je m'amuse à mettre un Giotto à côté d'un Cézanne. Je m'amuse à mettre un Gréco à côté d'un Buren, etc. C'est-à-dire, pourquoi je ne peux pas aimer un artiste contemporain aujourd'hui sans penser que mon choix est issu de tout ce que j'ai accumulé comme image. Mmh. Voilà. C'est pas que j'aime cet artiste-là tout seul, je l'aime parmi tous les autres. Et si moi aujourd'hui j'aime passionnément accompagner l'œuvre notamment de 2 artistes contemporains, Aki Kuroda qui est japonais et Thierry Lefort qui est français, c'est parce que quand je vois une œuvre de Aki Kuroda ou de Thierry Lefort, c'est en même temps toute la synthèse de l'histoire de l'art pour moi et une porte supplémentaire, une proposition supplémentaire. Ce que propose Aki n'est pas ce que propose Thierry Lefort, et tant mieux. Mais par contre, ce qu'il propose, je ne l'ai jamais ressenti ou vu auparavant. Oui. Donc, vous avez stocké, vous nous dites, beaucoup d'images, beaucoup de beauté, mais votre motivation est aussi de transmettre, de faire découvrir aux autres vos trouvailles et ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est très important pour vous. C'est-à-dire de créer du lien et d'ouvrir très large les bras pour que le public découvre lui aussi ait cette chance. Oui, parce que quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai posé une question très importante à mon grand-père. J'étais devant un tableau du douanier Rousseau, donc j'avais 14 ans, à la Fondation Mag, lors de l'exposition Le musée imaginaire d'André Malraux. D'ailleurs, la seule fois où le musée imaginaire d'André Malraux a été matériellement réalisé, monté. Et devant cette grande peinture qui m'interrogeait énormément, j'ai posé une question à mon grand-père en lui disant « Mais quel est ton rôle? T'es où toi? Tu es où ?» Et il s'est amusé, il m'a évidemment répondu par une autre question, et il a rapproché ça d'une phrase très importante de Georges Braque qui dit « Est-ce que l'artiste a 20 ans d'avance ou le public 20 ans de retard ?» Et en fait, moi j'ai compris quand il m'a parlé de ça que lui, puis moi aujourd'hui, nous sommes quelque part entre les deux. Je n'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans de retard sur les artistes parce que je suis tellement informée, je vois tellement de créations contemporaines dans les galeries, dans les ateliers, dans les magazines, c'est quand même ce que je vois quotidiennement. Donc j'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans de retard sur les artistes. Parce qu'en plus je vis au plus près d'eux. Et puis, j'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans d'avance sur le public, car je ne suis pas artiste. Donc, je n'ai pas cette capacité créatrice, plastique qu'ont les artistes. Donc, je suis quelque part entre les deux. Donc, j'ai une chance absolument immense, parce que si je regarde devant, je vois la création des artistes. Est-ce que
est-ce que je peux garder pour moi cette chance? Ou est-ce que je trouve normal un petit peu de me retourner et de dire aux autres, dites donc, venez voir ce que je vois. C'est ça, c'est comme ça que je le fais. C'est vraiment en disant, mais nom d'un chien, j'ai une chance, j'ai une veine absolument incroyable. Venez voir, venez. Vous n'avez pas eu la chance de rentrer dans cet atelier, vous n'avez pas eu la chance de voir cette expo. Venez, je vous embarque, venez avec moi. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je le fais. Donc, à chaque fois que j'avance, les artistes avancent aussi. Donc, je suis toujours c'est là aussi où je vous dis cet émerveillement et cette envie de partage. Je trouve que quand on possède quelque chose d'aussi unique et finalement de relativement facile à partager, on n'a pas le droit de le garder que pour soi. Alors, ce goût du partage, cette envie de partager, et aussi peut-être ce devoir que vous êtes donné de continuer à porter l'esprit MAG, auquel vous tenez beaucoup. Oui, parce que c'est un esprit qui est forgé par beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup d'intelligence et de connaissance. Comme on disait, mon grand-père était orphelin de la Première Guerre mondiale, donc il part vraiment avec rien, quoi. Il n'a pas de billes, hein, et il devient pourtant un des plus grands marchands au monde, si ce n'a été le plus grand de son époque, avec en plus inventant un modèle qui est toujours le modèle utilisé aujourd'hui. Il a été le premier à ouvrir des galeries à plusieurs endroits, Paris, Barcelone, Zurich, New York. Aujourd'hui, si vous allez à l'équivalent de la FIAC Art Basel, vous voyez que la majeure partie des galeries sont éparpillées sur la planète. Donc il a été vraiment novateur en beaucoup de choses. Donc l'esprit MAG, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est j'aurais tendance à dire un truc. Est-ce que moi au quotidien, alors je me pose pas la question tous les jours parce que je fais les choses instinctivement, mais est-ce que je sers l'art ou est-ce que je me sers de l'art? C'est une question qui est très intéressante parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de marques qui, on va dire, qui créent du contenu et des événements autour des artistes. La frontière entre les deux est souvent un petit peu faible. On a parfois souvent l'impression qu'ils se servent de l'art ou que ces marques, elles se servent de l'art plutôt qu'elles ne servent l'art. Alors que vraiment, moi je pense que la Fondation MAG, elle sert vraiment l'art, elle sert les artistes, elle sert le public, elle est au service d'eux. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est une vraie fondation, c'est pas une fondation de défiscalisation ou quoi que ce soit. C'est vraiment un acte généreux de mes grands-parents qui ont donné les œuvres, qui ont construit les bâtiments. Donc voilà, quand on a une passion, on essaie. Qu'on ait un métier qui permette de développer cette passion, oui, mais avec toujours avec une finalité qui est quand même de partager. Donc c'est ça l'esprit MAG. Alors j'avais retenu une phrase de vous, je fais ce en quoi je crois, je ne l'impose pas, mais je l'apporte aux autres. Oui, ça résume assez bien ce que je fais tous les jours. Et les autres ne sont pas obligés d'adhérer. Oui, voilà. Vous comprenez, c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs de le faire en tant qu'entrepreneur, parce que ça reste votre activité. Moi, c'est évidemment mon activité, c'est mon métier. Je suis éditrice, comme vous disiez. J'édite beaucoup d'estampes signées, numérotées, tout à fait dans la tradition d'ailleurs de mon grand-père, qui a été un immense éditeur de gravures et estampes. Alors moi aujourd'hui je le fais avec les techniques d'aujourd'hui, comme mon grand-père l'a fait avec les techniques qui lui étaient offertes, les nouvelles techniques qui lui étaient offertes. Donc ce sont des estampes en impression digitale, ce qu'on appelle des digiprints. Et voilà, les artistes sont ravis de pouvoir justement diffuser leur œuvre d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus accessible, par le biais de ces estampes. Voilà, donc je suis une femme entrepreneur. Et mon métier, c'est de diffuser des artistes. Alors,
je termine là-dessus. Grâce à cette maison d'édition qui fonctionne très bien, cela me permet de financer des expositions. Quand je fais Akikuroda dans une église baroque d'Avignon, avec que des tableaux de 3 mètres de haut, évidemment que si je n'étais pas là, l'exposition n'aurait pas lieu, car il y a zéro commercialité possible derrière. Quand je fais à Saumur 800 mètres carrés d'exposition, également à Kikuroda, où j'adore citer cette exposition en 2007, où je fais une exposition à Kikuroda, une rétrospective à Kikuroda, au Beijing Imperial Museum, au musée de la Cité interdite. Je mets un japonais au cœur de la Cité interdite, c'est-à-dire l'endroit chinois le plus anti-japonais. Donc évidemment que vous imaginez ce que c'est qu'amener 70 tableaux de plus de 3 mètres de haut pour certains, en Chine, au musée de la Cité interdite, évidemment qu'il faut financer tout ça. Quel défi! Et c'est un défi. Et c'est marrant parce que cette exposition, je me suis rendu compte du côté invraisemblable des années après. C'est-à-dire que quand je l'ai faite, j'étais tellement dans le feu de l'action, c'est des années après quand les gens me disaient « Mais comment t'as pu mettre un japonais au cœur de la Cité interdite ?» C'est après que je me suis rendu compte du challenge que j'avais réussi. Voilà, donc il faut évidemment un financement. Donc là, je prépare une très grande exposition Thierry Lefort à Los Angeles, Oui. Où il y aura des grands tableaux. Donc évidemment, voilà, il y a une logistique extrêmement chère derrière. Alors, eh bien, c'est mon activité d'éditeur qui me permet de financer cette expo. Alors, le goût du défi, mais peut-être aussi un certain goût pour la transgression. Pour le défi ? Pour la transgression aussi, pour faire côtoyer parfois des univers opposés ou pour tenter des choses qui ne sont pas forcément dans l'air du temps. Qu'en pensez-vous ? C'est pas mon but, c'est pas ma motivation. Souvent on me dit que je suis comme ça. Moi, j'ai pas l'impression d'être comme ça. Je ne le fais pas je le fais pas pour paraître justement défiance ou moderne ou plus branché que les autres, etc. C'était pas le sens en fait de ma question. C'était que parfois on crée des événements par une multitude d'émotions et de défis qu'on se lance et finalement quelques années plus tard on se rend compte que par rapport à l'époque c'était quelque chose de très osé. C'est vrai que mais vous savez, moi j'avance. Alors mon grand-père et puis Miro, beaucoup, ils m'ont appris aussi à regarder loin devant, très loin devant. Donc je me fixe des objectifs et puis chaque jour, voilà, moi si je regarde en haut de l'escalier, je sais qu'il y a chaque marche à monter, donc je vais pas me dire je vais me retrouver en haut de l'escalier en un bond. Donc j'avance vraiment quotidiennement. Je dis pas d'une façon laborieuse parce que c'est un vrai plaisir pour moi d'avancer, mais voilà, oui, j'adore construire des projets. Mais c'est un truc que j'adore. Mais depuis enfant, je suis comme ça. J'adore avoir des idées. D'abord, je cherche pas à avoir des idées, elles me viennent toutes seules. Je sais même pas comment elles viennent. Moi, je dis souvent, c'est quand je suis sur mon scooter, je sais pas, je vois un coin d'immeuble, ça va me faire penser à quelque chose. Oui, je me balade beaucoup dans l'histoire de l'art. Moi, je trouve que vous voyez un tableau du Gréco, ça peut vous faire penser à une idée d'exposition. Alors, je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas ce qui m'inspire. Mais il y a tellement de sources d'inspiration dans ce monde extraordinaire visuel et aussi intellectuel parce que j'ai eu la chance de côtoyer des gens merveilleux. Marguerite Duras qui a écrit le seul texte sur un artiste qu'elle a écrit, elle l'a fait pour Akikuroda. Évidemment que c'est pas juste côtoyer une notoriété, c'est pas comme un fan club qui a une dédicace sur une photo. C'est dans sa simple façon de parler, elle vous apprend quelque chose. Quand vous côtoyez Pascal Quignard, il vous apprend quelque chose. Quand vous côtoyez un artiste comme Gaziorowski, évidemment que
en fait, moi, ce que j'ai adoré et ce que je trouve être, c'est finalement, je suis une sorte d'éponge à tout ce qui se passe autour de moi. J'absorbe tout ça et tout ça fait une sorte de cuisine où je garde, comme vous disiez, mon émerveillement et de ça, j'essaie d'en faire des projets. Alors, les psychologues pourraient dire que vous avez des strokes, hein, vous avez amassé des strokes qui vous servent et qui réveillent en vous aussi des émotions liées aussi à votre enfance et aux premières découvertes. Alors, je vois sur votre compte Instagram souvent des vidéos passionnantes, joyeuses. Vous courez les galeries, les expositions. Parlez-nous de la dernière exposition à laquelle vous avez assisté et sur laquelle vous avez communiqué, Yo-Yo Mag. Alors, je ne vais pas vous parler d'une exposition, si ça vous ennuie pas. Je vais vous parler d'une pièce de théâtre. Ah. Je vais beaucoup au théâtre. Alors, en plus, j'adore le théâtre parce que je trouve que c'est tellement étrange à l'heure de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, des trucs, de se retrouver avec l'obligation d'un horaire, sur des fauteuils qui sont un petit peu étroits, avec l'obligation de plus se lever, on est coincé entre les autres, etc. Et pourtant, on adore. C'est quand même un truc qui pourrait être complètement rétrograde, et pourtant, c'est irremplaçable. Donc, allons au théâtre, c'est quand même fantastique. Et je suis allée voir une pièce qui me tenait à cœur, qui s'appelle Bungalow 21, oui, qui se joue au Théâtre de la Madeleine jusqu'à la fin de l'année. Et pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que c'est l'aventure de deux couples mythiques, Simone Signoret et Montand, et Marilyn Monroe, quand ils étaient à Hollywood, parce que Montand tournait Le Milliardaire avec Simone Signoret, avec Marilyn Monroe. Alors pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que Montand, je l'ai plus que bien connu. Simone, je l'ai plus que bien connu, car ils habitaient à la Colombe d'Or à Saint-Paul. Oui. La Colombe d'Or, c'est l'hôtel de cette auberge fabuleuse de mon parrain. J'y ai grandi en très grande partie, puisque les enfants de mon parrain ont à peu près le même âge que nous, les petites mags. Et on était tous les jours à la Colombe. Montand m'a appris à plonger du grand plongeoir de Eden Rock ou à jouer au poker, évidemment. Et j'étais très curieuse de voir cette pièce. J'y allais même assez avec une idée préconçue de critique négative. J'ai trouvé que c'était très juste. J'ai trouvé que c'était... les comédiens sont très bien. Alors c'est très drôle parce qu'il y a les deux sœurs Seigné, et qui sont, je dois dire, vraiment formidables, qui font une performance, mais tous sont bons. Alors c'est une pièce écrite par Éric Emmanuel Schmitt. Il y a donc Mathilde Seigné et Emmanuel Seigné dans les deux rôles féminins les plus importants. Mais j'ai trouvé ça vraiment... Bon, il y a quelques petites choses qui m'ont un peu gênée, mais j'ai trouvé que ça n'était pas faux. J'ai trouvé que ça n'était pas une trahison par rapport à ces monstres sacrés qui, dans la vie privée, c'est difficile de les retranscrire en vie privée. Et d'ailleurs, j'ai vu le petit-fils de Simone Signoret, donc Benjamin Castaldi, et c'est un projet qu'il a énormément porté et qu'il a vraiment soutenu, et bravo à lui. Et ben je trouve ça formidable. Voilà, je trouve que c'est une pièce extra. En plus, faut jamais oublier d'aller au théâtre. Alors c'est un peu pour les Parisiens, bien sûr, mais j'espère qu'ils vont faire une tournée. Je sais pas si c'est prévu. Les pièces souvent voyagent, hein, font l'objet de tournées. Oui, donc voilà. Donc voilà mon dernier coup de cœur. Votre dernier coup de cœur. Alors, Yo-Yo Mag, à l'issue de mon interview, je tends une carte blanche à mon invité pour lui permettre bien d'évoquer un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Quelle est cette carte blanche pour vous, Yo-Yo Mag? Alors j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi. Mais c'est bien, c'est bien. C'est même très très bien. J'ai pas trop réfléchi. J'aurais tendance à dire, carte blanche, j'aurais tendance à dire, allons dans les expositions. Alors, il y a en ce moment à Paris, c'est absolument la folie. Oui. Il y a toutes les foires en même temps. C'est fabuleux. Asia Now, qui est spécialisée sur l'art venant d'Asie. Ils sont installés à la Monnaie de Paris, donc c'est formidable. Il y a évidemment ce qui a remplacé la FIAC, Art Basel, gigantesque.
dans les jardins des Tuileries, mais il y a aussi plein de foires satellites internationales, foires sur l'Afrique, etc. Il y a plein de foires. Alors évidemment, l'entrée des foires est souvent assez chère. Par contre, on a quand même partout, y compris en province, énormément de galeries, Oui. partout, et l'entrée est toujours gratuite dans les galeries. Donc, j'aurais tendance à dire, allons dans les galeries, allez toutes les semaines dans les galeries, et si je devais donner un conseil, si je m'autorise à donner un conseil, pour amener les enfants dans des lieux, on va dire, d'art, musées ou quoi que ce soit, au lieu de leur imposer, moi qui ai vécu avec tellement de liberté, et je remercie mes parents de la liberté qu'ils m'ont offert, donnons aux enfants le choix de ce qu'ils vont voir. Vous prenez des enfants, vous leur sélectionnez 4 expos sur Internet, et vous leur dites, voilà, c'est vous qui choisissez où on va demain. Vous allez voir que non seulement ils vont s'y précipiter, ils vont vous tirer par la main en disant, et tu sais pas, maman ou papa ou papy, il y a ça dans cette exposition. Tu connaissais, toi, cette œuvre ou cet artiste ou cet objet ancien ou quoi que ce soit. Faisons des enfants nos guides. Alors j'aurais tendance à dire, je donne une carte blanche à tous les enfants pour qu'ils nous emmènent dans les expositions. Quelle superbe carte blanche vous nous proposez, Yo-Yo Mag. Oui, donnons une carte blanche aux enfants. Ouvrons-leur les portes de l'art, de la beauté, et aussi faisons-leur confiance. Toujours, parce qu'ils n'ont pas de filtre. Nous arrivons au terme de cette interview pleine d'émotions, de joie, de confidence. Je tiens à vous remercier particulièrement du temps que vous nous avez consacré, Yo-Yo Mag. Un grand merci pour nos auditeurs. Mais merci à vous de me donner la possibilité de parler de ma passion. Et puis, je vous donne rendez-vous tous sur mes pages Instagram ou Facebook. Que nous voyons. Je publie beaucoup de choses, pas seulement sur mes actualités, aussi bien, là ce matin, j'ai mis un sublime tableau de Matisse ou de Bonnard. Je m'amuse énormément. Allez aussi sur mon site internet parce que alors c'est un peu difficile à trouver tellement il y a d'infos sur mon site internet, mais j'adore faire, quand je vous disais, j'appelle ça les balades dans l'art, où d'un seul coup je vais réunir tout ce que je trouve comme œuvre où il y a un piano. Alors ça va du XVIIe siècle à aujourd'hui, ou alors j'ai fait là dernièrement toute une série où j'ai mis que des tableaux de Picasso, où il y a un livre, où le personnage tient un livre. Ça va de la chose la plus cubiste à la chose au contraire la plus détaillée comme était capable de faire Picasso. Donc voilà, donc merci à vous au contraire de me donner la possibilité de raconter ce que je fais et ce que j'espère partager. C'est un plaisir de grande réjouissance en perspective. Je remercie Marie-Noël, Madeleine et Sophie qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chaque émission. Merci beaucoup Yo-Yo Mag pour ces instants magiques où on a bien entendu la voix de la petite fille qui n'a jamais cessé de s'émerveiller et qui transmet sa passion à nous tous. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.